Marie de Henzel, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes dotée d'une longue expérience dans le premier service en soins palliatifs que vous avez également créé en France. Vous êtes experte sur les questions relatives au bien vieillir et la fin de vie. Vous êtes aussi une auteure prolifique. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur ces thématiques qui vous tiennent à cœur et auxquels vous consacrez votre vie. L'accompagnement de l'autre et plus particulièrement celui des malades, celui des personnes en fin de vie, celui des personnes âgées. Nous avons l'honneur et la chance aujourd'hui donc de vous recevoir ici à Annecy pour notre congrès. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Au cours de votre vie professionnelle, vous avez été confronté fréquemment à la question de la solitude chez les patients et les personnes que vous avez accompagnées. Et vous avez perçu combien ce sentiment de solitude peut être un poison, source de souffrance et de détresse. Et tous les bénévoles écoutant ici à SOS Amitié peuvent également vous confirmer que c'est une des raisons très fréquentes des appels que nous recevons sur nos lignes. Marie, vous avez passé des années donc, au chevet des mourants. Vous vous êtes tournée vers le vieillissement et la solitude qui l'accompagne. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le fil conducteur qui guide tout votre chemin ? Mais avant de répondre à votre question, Bruno, merci, je voulais vous dire que j'ai beaucoup d'estime pour ce que vous faites, pour SOS Amitié, pour l'écoute, pour ces écoutants, et que je me souviens que quand Madame Bachelot était ministre de la Santé, il y avait eu une journée de la solitude à Paris, où j'étais intervenue, et étaient intervenues beaucoup d'associations qui sont dans le soutien des personnes qui se sentent seules, qui souffrent de solitude. Et il y avait SOS Amitié était là. C'était, je ne sais plus en quelle année, mais c'était du... Et je me souviens très bien de m'être dit à la fin, mais quand même, en France, il y a tout ce mouvement, toutes ces associations bénévoles qui sont vraiment... Sans elles, on ne pourrait pas faire face. On ne pourrait pas être solidaires des uns des autres. J'avais pris conscience, je me souviens à cette grande journée, du rôle si important des associations. Et je voulais vous le dire en introduction et vous dire aussi qu'évidemment, ce dont je vais être amenée à témoigner, étant une professionnelle de l'écoute, mais je veux dire dans un cadre qui est très différent du vôtre, puisque ça a été tout le temps en présentiel. J'ai bien conscience de cette différence, et j'espère que ce que je vous raconterai, ce dont je témoignerai, vous apportera quand même quelques pistes pour la spécificité de ce que vous faites, parce que j'ai bien conscience qu'il y a une spécificité de l'écoute à distance, qui est celle à laquelle vous êtes formé et que vous... Alors, je vais répondre maintenant à cette question qui était... Qu'est-ce qui guide votre chemin, finalement, pendant toutes ces années à l'écoute? Ce qui guide mon chemin. Alors... Un des livres récents qui s'appelle L'éclaireuse a été fait par un journaliste qui s'est posé la question, mais vous avez travaillé toute votre vie sur des sujets qui font peur à la société. C'est finalement des sujets qui sont glauques, qui font peur, qu'on essaye d'éviter, qui sont évidemment la mort, le mourir, la vieillesse, la solitude. Vous vous êtes penché sur ces questions-là et vous avez essayé de mettre de la lumière sur ces... C'est vrai que je vois un peu j'ai 80 ans dans un mois. Bon, ça va. Mais alors... J'ai pas dit ça. Je dis que quand je regarde mon parcours... Je vois effectivement que j'ai été comme attirée par ces sujets qui font peur dans la société, en me disant il faut essayer de mettre de la lumière. Et alors, c'est vrai que l'origine, on me demande souvent quelle est l'origine de mon intérêt pour tous ces sujets sombres.
je date ça de l'âge de mes 10 ans, lorsque ma grand-mère, l'été, m'emmenait, et j'étais la seule de ma fratrie, pourtant on était très nombreux dans la famille, j'ai une famille de 11 enfants, et j'étais la seule que ma grand-mère emmenait au cimetière pour la promenade vespérale, où elle y allait pour arroser les géraniums sur la tombe de mon grand-père et de mon oncle, qui était mort à 25 ans, après avoir rejoint De Gaulle, et qui était mort juste avant la guerre à 25 ans. Et moi, elle m'emmenait, et je m'ennuyais un petit peu dans ce cimetière. Alors, je me promenais au milieu des tombes, je regardais les plaques, j'étais assise, je m'asseyais très souvent sur la tombe d'une petite fille de 4 ans, je regardais l'horizon. Il y avait en face la tombe d'un prêtre de 25 ans, mort à 25 ans, et je me disais, la mort peut frapper à tout âge. Et je voyais aussi ma grand-mère qui vivait seule et qui était donc en deuil. J'ai pris conscience de la réalité de la mort dans la vie, de la solitude. Et je me souviens très très bien de m'être dit, bien, puisque la mort fait partie de la vie, eh bien, je vais essayer de vivre intensément. Donc cette question de la mort n'a pas du tout été quelque chose qui m'a déprimée, mais au contraire qui m'a, je crois, en quelque sorte, toujours obligée à être le plus vivante possible. La mort est un moteur, ou la perspective de la mort. Alors, et ça, c'est quelque chose qui... Ensuite, alors, bien sûr, après, j'ai eu un parcours, j'ai été prof d'anglais, j'ai travaillé ensuite j'ai fait des études de psychologue, ce qui était assez exigeant parce que j'avais déjà 2 enfants, un métier de prof d'anglais, mais j'avais absolument envie d'avoir ce métier puisque je sentais que j'avais envie d'aider des personnes à être le plus vivante possible face à ces réalités qui nous concernent tous, qui nous sommes tous des êtres en souffrance, à un moment ou à un autre de la vie. Et j'ai fait des études de psychologie, j'ai travaillé auprès d'abord des femmes qui étaient en demande qui faisaient des demandes d'IVG, ensuite en psychiatrie lourde, et puis j'ai atterri en soins palliatifs, comme vous l'avez dit, en soins palliatifs où je suis restée une dizaine d'années avec un livre qui est assez connu, qui était très connu à l'époque, qui était La mort intime. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je vais en dire un mot aussi, c'est que le choix que j'ai fait j'ai fait une psychanalyse, le choix que j'ai fait d'un psychanalyste qui n'était pas du tout à la mode, qui était même à l'université, je me sentais très seule. J'étais considérée comme très ringarde parce que j'avais fait le choix de Jung. Je n'étais pas freudienne ni lacanienne, comme à l'époque, tout le monde allait voir un lacanien, un freudien. Eh bien, moi, j'avais choisi Jung, après l'avoir lu, après avoir fait aussi une analyse jungienne. Et justement, ce qui m'avait plu chez Jung, c'est qu'il disait « Je ne veux pas de Jungiens, de gens qui suivent ce que je dis, je veux des gens qui sont libres dans leur écoute et je veux juste leur donner des pistes pour qu'ils explorent eux-mêmes ce chemin de l'aide d'autrui. » Et cette liberté à laquelle il nous invitait m'avait beaucoup plu. Et c'était dans un de mes livres qui s'appelle Loin des doctrines à l'écoute de l'âme, je raconte ce périple de psychologue et la première chose à laquelle j'ai été, je dirais, initiée dans l'écoute de la souffrance de l'autre, c'était l'écoute des rêves, parce que Jung, la psychanalyse jungienne, elle est centrée sur les rêves.
et tout le monde rêve, mais tout le monde ne se souvient pas des rêves. Donc l'écoute des rêves, c'est quelque chose qui m'a permis de beaucoup aider. Et alors, Jung disait qu'il ne fallait pas interpréter les rêves. Il fallait écouter le rêve de son patient, l'écouter, l'inviter à associer sur les images du rêve, et puis l'inviter à dialoguer avec son rêve. Et ça a été très important. En fait, cette invite à dialoguer avec ce message qui est envoyé par l'inconscient. Et je ne sais pas si c'est une chose qui dans votre écoute aussi, si ça arrive quelquefois, que les gens racontent leurs rêves. En tout cas, ça a été cette écoute des rêves et cette manière-là d'inviter les gens à dialoguer avec leurs rêves est quelque chose que j'ai trouvé passionnante et qui... Et puis j'ai fait un petit séjour de 3 ans en psychiatrie lourde, et là j'ai appris quelque chose aussi qui est important, c'est la différence entre vouloir et désirer. Je voyais des personnes qui étaient jeunes, mais qui étaient profondément atteintes psychiatriquement, qui étaient des personnes qui me paraissaient, je dirais, moribondes, dans la mesure où j'avais l'impression que voilà, tout leur psychisme était vraiment... ensuite, quand je me suis retrouvée en soins palliatifs, je voyais des personnes dont le corps était moribond, mais qui étaient psychiquement très, très, très alertes. Et c'est très intéressant de voir ça, la différence entre justement peut-être le corps et puis l'esprit. J'ai appris à, je dirais, distinguer les deux. Et puis, j'ai vu aussi que les personnes qui étaient en psychiatrie étaient des personnes dont je dirais, le vouloir... le vouloir vivre il voulait vivre, et en même temps il y avait quelque chose qui intérieurement ne désirait pas vivre. Il y avait quelque chose, et j'ai retrouvé ça en fin de vie, des personnes qui veulent mourir et en même temps leur inconscient veut vivre encore. J'ai vu cette différence, cette ambivalence, qui m'a beaucoup appris. Alors, dans mon trajet... Parce que vous parlez de cette ambivalence que nous entendons aussi très très souvent au téléphone, oui. Puisqu'on est une association de prévention du suicide. Et effectivement, dans les appels de suicidaires, on entend beaucoup cette ambivalence entre ce discours sur la mort et ce désir d'accès à la mort, oui. Et puis finalement, quelque part, où trouver cette étincelle, oui. Qui est encore une étincelle de vie. Quelque chose qui veut vivre à l'intérieur. Dans mon parcours aussi, je vais vous en dire un mot parce que c'est important par rapport à l'écoute. J'ai fait une formation d'aptonomie. C'est la science du contact. Ça m'a beaucoup servi dans le contact avec les mourants, aussi pour travailler avec les soignants, pour que dans les soins, ils soient dans la rencontre avec la personne à travers le toucher. Mais j'ai appris quelque chose qui, je me suis dit, il faut que je leur en parle. C'est que, vous voyez, le mot aptonomie, ça vient du grec apsis. Et l'apsis, c'est la faculté que nous avons tous de sentir au-delà de nous. Tous, nous l'avons. Nous sentons au-delà de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous êtes dans cette pièce, eh bien, vous pouvez tous sentir l'espace de la pièce. L'espace qui est derrière vous, à gauche, à droite, au-dessus, vous le percevez. C'est ce que Merleau-Ponty appelle le prolongement miraculeux du corps. Nous percevons. Nous percevons dans l'espace. Et ça, c'est une faculté que nous avons tous,
plus ou moins développées chez les uns et les autres, et que nous pouvons développer. C'est ce que j'ai appris dans ma formation d'aptonomie, c'est qu'on peut développer cela. Et c'est quelque chose que j'ai appris à développer avec cet exercice qui est de percevoir, d'être attentif à l'espace qui est autour. Bien sûr, je m'en suis beaucoup servi. Ça m'a été très utile dans l'écoute et dans la présence, puisque si on en vient à l'écoute, je dirais que la présence, être vraiment là, est très important. Alors, bien sûr, j'étais en présence présentielle, comme on dit, mais j'ai réfléchi à ce que vous vivez parce que je l'ai vécu aussi pendant le confinement. Figurez-vous que pendant le confinement, on m'a demandé de soutenir au téléphone des directeurs d'EHPAD qui étaient en grande difficulté puisqu'ils ont vécu un cauchemar d'inhumanité. Interdiction de visite de personnes qui sont mortes sans qu'on ait pu venir leur dire au revoir. Enfin, l'horreur qui a été vécue là. Eh bien, je les avais au téléphone, ces directeurs d'EHPAD, directrices d'EHPAD, je les avais au téléphone, donc j'ai fait aussi cette écoute au téléphone. Bien sûr, je savais ce qu'ils vivaient, ils me racontaient cela, mais je me souviens très bien que ça m'a été très utile de me dire, je ne suis pas en présence, ils ne sont pas en face de moi, mais j'ouvrais mon espace dans la pièce dans laquelle j'étais, où j'étais au téléphone, j'ouvrais mon espace et cette voix que j'avais, je l'accueillais dans mon espace. C'est quelque chose qui est, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas sûrement, j'accueillais cette voix dans mon espace et je faisais attention à ce que cet espace reste ouvert. Et c'est une perception. Et ça m'a été très, très utile, cela. Évidemment, quand on est en présentiel, c'est encore plus palpable. Hein, les gens sentent très bien quand vous êtes autour d'eux. Mais je crois qu'on peut être autour de quelqu'un qui est à des kilomètres de là, dont on ne sait rien, dont on a juste la voix, hein, qui entre dans notre espace. Hein, et même si on ne voit pas la personne, si on ne sait pas où elle est, on peut ouvrir son espace, accueillir cette voix, et je crois que la personne le sent. On perçoit cela. Voilà. Ça, je voulais vous le dire parce que c'est dans ma formation quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est une grande question pour nous, écoutants. C'est comment être présent de façon authentique aux appelants que l'on ne voit pas. Voilà. Donc, et là, effectivement, vous nous ouvrez une piste sur oui. La façon, effectivement, d'accueillir la voix de l'autre. Ouvrir son espace. Vous voyez, première chose. Ça, c'est la première clé, la présence ouverte. Alors, dans l'écoute aussi, dans ce que j'ai appris, à l'écoute de personnes qui vivent des souffrances qu'on a du mal à imaginer, qui apprennent, qui sentent qu'elles vont mourir, qui sont parfois dans une grande solitude, justement, c'est d'ouvrir son espace. Et j'ai senti j'ai appris aussi que ce qui était important, c'était d'assumer une présence, c'était d'être dans une présence qui assume son impuissance. Assumer son impuissance, ne rien pouvoir. Là, j'étais avec des personnes, je ne pouvais pas les empêcher de mourir, je ne pouvais pas les empêcher de souffrir, je ne pouvais pas les empêcher d'être tristes parce que tel enfant ne venait pas les voir, parce que j'étais devant quelque chose pour lequel je ne pouvais rien. Et donc, je m'étais dit, mais au fond, assumer d'être présent, être présent tout en assumant cette impuissance, c'était important. Parce que j'étais entourée je voyais autour de moi que cette impuissance faisait fuir
Souvent, quand on sent qu'on ne peut plus rien faire, on prend la fuite. Et c'est ça que nous avons appris, que j'ai appris et que j'ai aussi transmis aux soignants avec lesquels j'étais, c'était rester là. Même si vous êtes impuissant, vous ne pouvez rien empêcher, mais c'est énorme être là, même si on est impuissant. Et puis, la troisième chose aussi, c'est... Alors ça, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, je fais partie des psys qui encouragent cela, qui est de ne pas cacher ses émotions. Ça ne veut pas dire déborder dans l'émotion, mais ne pas cacher son émotion. Et je vais vous raconter quelque chose qui m'avait beaucoup frappée. Vous m'avez demandé souvent, est-ce qu'il y avait une scène, quelque chose qui... Et je me souviens très très bien de ce... J'étais présente lorsqu'une infirmière est rentrée dans la chambre d'une femme qui venait d'entrer dans le service et qui pensait qu'on allait l'opérer. Et cette femme pose la question à l'infirmière, est-ce qu'on va m'opérer? Et l'infirmière lui dit, non madame, on ne va pas vous opérer. L'opération n'est pas au programme parce qu'elle ne servira à rien. Vous êtes là pour vivre le temps qui vous reste à vivre, et là encore on ne sait pas, mais en étant le plus entouré, en étant le mieux soigné possible. Donc elle dit la vérité à cette patiente, et j'ai vu que cette patiente lui a dit, j'ai vu que l'infirmière lui a dit tout cela, et la patiente lui a dit « Je vous remercie, je vous remercie, je sais que je peux compter sur vous. » Et là, l'infirmière m'a dit qu'elle avait eu une larme qui avait coulé le long de sa joue, tellement elle a été émue par ce qui venait de se passer, mais aussi par la réponse de cette femme. Vous voyez, l'infirmière a dit ce qu'elle savait, et puis elle savait très bien qu'au-delà, elle ne pouvait rien faire d'autre que d'être présente, soignée. C'est tout. Et je me suis dit, alors, cette patiente que j'ai revue après, elle m'a dit à quel point les larmes de l'infirmière l'avaient touchée. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas savoir, c'est ce qui m'a fait le plus de bien. Sentir que ma situation touchait celle qui me soignait. Ça m'a fait un bien fou. C'est une chose que j'ai souvent entendue après dans des familles me dire que la larme d'un médecin qui annonce une nouvelle terrible est quelque chose qui leur fait du bien. Oui. Mais c'est vrai que nous on le voit, et écouter quelqu'un qui souffre, c'est risquer d'être touché soi-même. Et comment tenir cet équilibre entre présence à l'autre, écoute, et quand même protection de soi? Comment vous le vivez? Alors justement, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'être complètement, je dirais, tellement affecté qu'on n'est plus là, bien sûr. Il s'agit de rester présent. Eh bien justement, je crois que cet exercice d'être vraiment là, de percevoir l'espace autour de soi, si parmi vous, il y en a qui ont fait de l'autonomie, vous savez que quand on ouvre son espace, on est plus en sécurité. C'est un paradoxe. Les gens croient que pour être en sécurité, il faut se replier à l'intérieur de soi. Eh bien, non. Pour être en sécurité, il faut s'ouvrir. Et donc, percevoir l'espace autour de soi est quelque chose qui fait qu'on se sent en sécurité et qu'on peut justement peut-être assumer une certaine... de pouvoir sentir une émotion, de pouvoir éventuellement le dire. Je pense qu'au téléphone, enfin personnellement, je pense qu'on peut dire ce que vous me racontez me touche ou m'émeut. Et cette parole-là, elle fait beaucoup de bien. Alors, ouvrir son espace, ça c'est une... Alors bien sûr, il y a aussi, pour ne pas être dans la projection, il y a
il faut faire un travail sur soi, mais ça, je pense que c'est des choses qui vont de soi. Faire un travail sur je pense être attentif à l'impact de ce que l'autre dit. Où est-ce que ça vient toucher en soi, hein? Et puis, ça suppose, oui, peut-être après, ça suppose d'identifier peut-être ses propres zones de souffrance et de façon à aussi travailler dessus. Je pense que ça fait partie du travail pour ne pas être dans la projection, mais comme je dirais, je pense pas qu'il y a d'écoute parfaite. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'écoute parfaite. Et je crois que... Vous nous rassurez. Non. Je pense qu'on fait ce qu'on peut. Hein, on fait ce qu'on peut, mais peut-être il y a des clés. Alors j'espère vous en avoir donné une qui est celle... Vous voyez, si vous êtes dans un fauteuil et vous êtes au téléphone et que vous percevez le fauteuil, là, moi je le sens, le fauteuil, et que vous faites corps avec le fauteuil, ça c'est de l'autonomie. Vous faites corps avec, vous êtes là. Eh bien, vous êtes beaucoup plus en sécurité intérieure que si vous êtes uniquement dans votre tête, hein, ou dans votre émotionnel. Vous êtes là. Vous êtes là et vous pouvez écouter. Et ça, c'est une vraie clé. Je me suis dit que si j'avais quelque chose à vous transmettre, c'était ça. Et tout le monde peut percevoir le fauteuil dans lequel il est assis. Et peut-être que vous ne saviez pas qu'en faisant cela, en faisant corps avec le fauteuil ou la chaise ou sur lequel vous êtes, eh bien, vous êtes en bien plus grande sécurité que si vous êtes dans votre tête et vous ne percevez pas. Il faut utiliser cette capacité de perception. Ça, c'est une des grandes clés. Moi, il y a une question que je tiens à vous poser, parce que j'ai lu dans votre ouvrage, Dictionnaire amoureux de la solitude, une phrase qui m'a vraiment interrogé. J'ai relevé cette phrase, où vous écrivez « Chercher à comprendre l'autre ». Chercher à comprendre l'autre, c'est courir le risque de réduire, d'enfermer l'autre, ou encore de le normaliser et de ne plus l'écouter. Comment peut-on, dès lors, envisager l'écoute sans chercher à comprendre l'autre ? Alors oui, c'est peut-être un peu difficile à... Dans mon dictionnaire amoureux de la solitude, je vais vous lire quand même ce que j'ai écrit et qui vous a interpellé. Je disais, je ne cherchais pas à comprendre quand je parle de moi. J'avais perçu ce qui différencie les psys des philosophes et de leur amour du concept. Les philosophes cherchent la vérité et ce faisant, ils évacuent la pensée de l'autre. La compréhension est un pouvoir terrifiant, parfois même un véritable assassinat de l'âme. Pourquoi ? Alors je le dis. C'est Jung qui dit ça. Chercher à comprendre, c'est courir le risque de réduire, d'enfermer l'autre ou encore de le normaliser, ce qui est encore pire. Car vouloir normaliser autrui revient à détruire ce qui, en lui, est germe et promesse de développement individuel. Puisque l'individu représente l'unicité, l'imprévisible, l'ininterprétable absolu, écrivait Jung. Donc, c'est dans ce sens-là que la tentative de comprendre, c'est une tentative intellectuelle. Hein ? C'est avec la pensée qu'on essaye de comprendre l'autre. Comprendre. Finalement, on l'enferme dans cette tentative de comprendre, alors que si on ne cherche pas à comprendre, qu'on écoute, on peut être surpris. Tout d'un coup, ça peut nous emmener, je dirais, dans peut-être des pensées ou des émotions auxquelles on ne s'attendait pas. C'est-à-dire que ça laisse toute la liberté à l'autre de ne pas chercher à le comprendre. Et ça, je crois que l'autre le sent. Parce que dans la tentative de comprendre, on va forcément poser des questions qui limitent. C'est difficile d'être dans une écoute où on va
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne pose pas de questions? Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'on est sur un chemin de crête Oui. entre le comprendre et le reconnaître. La personne qui appelle, elle a besoin de se sentir reconnue dans sa souffrance qu'elle a exprimée. Le seul fait qu'on l'écoute, c'est déjà une reconnaissance. On est présent, on écoute. En étant impuissant, hein, on offre cette écoute, c'est énorme. Énorme, et c'est déjà une reconnaissance, hein, de la souffrance de l'autre. Alors bien sûr, je pense aussi qu'il y a en réfléchissant à cette conférence devant vous, je me disais aussi qu'on peut, je pense, poser des questions aussi, qui sont pas des questions qui sont intrusives, mais qui la personne peut répondre ou pas répondre, mais ça peut lancer une piste. Moi-même, en tout cas, c'est comme ça que j'ai beaucoup procédé. Qu'est-ce qui vous aide? C'est vrai? Orienter peut-être la parole de la personne sur ce qui l'aide, ce qui peut l'aider à l'extérieur d'elle, mais peut-être à l'intérieur d'elle aussi. Quelles sont ses ressources internes? Sur quoi elle peut s'appuyer? Et là, c'est intéressant ce qui peut venir. Ça ouvre, en tout cas, ça ouvre une parole. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Parce que nous savons tous, puisque nous avons tous traversé des épreuves, nous savons tous que les épreuves, quand on les traverse, on apprend quelque chose de soi. Dans la traversée de l'épreuve, on apprend quelque chose. Et ça, peut-être, c'est aussi une question qu'on peut dire quand la personne nous parle peut-être d'une épreuve qu'elle traverse, dans laquelle elle se sent très seule, de dire, eh bien, d'abord reconnaître qu'elle traverse une épreuve, cette traversée de l'épreuve, est-ce qu'elle vous apprend quelque chose ou pas? Pas obligé, mais la personne peut vous le dire. Et puis, alors ça aussi, je voulais vous en parler, parce que lorsque j'étais pendant le confinement, j'étais aussi en écoute de quelques personnes qui étaient très très seules, qui ne voyaient personne qui ne sortent. Et là, les personnes m'ont dit, vous savez, madame, on tient le coup parce qu'on a un invisible. Ah bon? Un invisible? Ben oui, un grand-père, une grand-mère qui est morte et à qui je pense et je lui demande de me protéger, de m'aider. Ça peut être un ange, ça peut être un saint, ça peut être un invisible. J'ai été frappée de ce que les gens me disaient ça, et sans ce lien avec l'invisible, et c'est aussi une entrée dans mon dictionnaire amoureux de la solitude, le lien avec l'invisible, les personnes me disaient qu'elles ne pourraient pas tenir le coup. Et là, après ça, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle « Vivre avec l'invisible », dans lequel je n'explique pas ce qu'est l'invisible, parce que ce n'est pas du tout le propos. J'ai fait un livre sur le lien que les gens ont avec ce qu'on appelle l'invisible, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Et ce livre, qui est un livre avec beaucoup, beaucoup de témoignages, je me suis rendu compte, les gens me disaient, mais vous savez, ce que je vous raconte, madame, je ne peux le raconter à personne. Si je racontais ça, les gens me prendraient pour une folle, ne me croiraient pas. Donc, c'est des choses que les gens gardaient secrètement. Et le fait que je pose la question, est-ce que je dise, ben, oui, qu'est-ce qui vous aide? Ben, le lien avec un invisible, et que je sois à l'écoute, sans juger, parce que quelquefois, c'est des histoires à dormir debout, que les gens me racontaient, et que j'ai raconté dans mon livre. Donc, moi, je pense aussi que ça peut être une piste, peut-être... Vous voyez, moi, je demandais au téléphone, et
qu'est-ce qui... Cet invisible, comment il vous aide? Qui est... Bon, parlez-moi. Et donc, on me parlait d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un ange, d'une... Et j'ai été très frappée de ça. Oui, c'est intéressant. Très. Et ça nous amène, l'invisible, on l'entend qu'en étant en solitude. Je voudrais justement quand même vous poser ces questions sur cette solitude, et notamment sur ce que vous écrivez dans ce dictionnaire amoureux de la solitude, où vous convoquez beaucoup d'auteurs qui parlent de la solitude avec des notions très différentes, et puis vous parlez de vos propres expériences dans la solitude. Et ce que je voudrais, c'est que vous nous disiez un petit peu plus précisément ce qui vous a poussé à prendre le contre-pied, finalement, du discours commun que nous, on entend beaucoup à SOS Amitié, qui est la solitude comme une malédiction. Et vous avez une approche là-dessus qui est particulière. Alors, au début de mon dictionnaire, je dis bien que moi, je fais la différence entre isolement et solitude, d'abord. L'isolement, c'est un poison. L'isolement, je dirais, il faut lutter contre parce que l'isolement tue. Il y a beaucoup d'exemples, et je soutiens beaucoup toutes les associations qui... Et puis, je pense que SOS Amitié en fait partie, parce que je pense qu'il y a aussi de l'isolement. Là, il faut lutter contre. La solitude, pourquoi on a peur aujourd'hui dans notre société de la solitude? C'est parce qu'on confond avec l'isolement. La solitude, elle est ontologique, c'est-à-dire qu'elle est propre à l'humain. Tous ici, nous sommes profondément seuls. Pourquoi? Parce que personne ne peut vivre notre vie à notre place, personne ne peut mourir à notre place. Nous avons tous une solitude, je dirais, essentielle en nous. Et cette solitude, alors, la question se pose, est-ce qu'on est ami de sa solitude? Est-ce qu'on peut vivre bien avec sa solitude? Est-ce qu'au contraire, elle pèse? Est-ce qu'elle est subie? Est-ce qu'elle est choisie? Toutes ces questions. Mais il faut comprendre qu'on a tous une solitude essentielle en nous. Et c'est un paradoxe aussi. Et Hannah Arendt parle de ce paradoxe puisqu'elle dit « Nous sommes seuls, mais en fait, nous sommes toujours deux. » C'est-à-dire, il y a, oui, moi, et puis il y a mon être intérieur, ma voix intérieure. Nous sommes deux. Il peut y avoir aussi, pour les croyants, il peut y avoir à l'intérieur, et aussi, il peut y avoir un Dieu intérieur, un Dieu. Le Dieu n'est pas seulement extérieur, mais pour beaucoup de personnes, il y a un Dieu intérieur. Et donc, dans cette solitude ontologique, on est en fait seul et en même temps pas seul. On nage en plein paradoxe là. Mais cette solitude, je me suis donc, quand les éditions Plomb, après que j'ai écrit L'adieu interdit sur cette solitude, cet isolement du confinement, ils m'ont proposé ce dictionnaire amoureux de la solitude. Et j'ai accepté parce que j'ai trouvé que c'était un sujet magnifique. Parce que la solitude essentielle, c'est celle qui permet de se dépasser. Alors j'ai des exemples, par exemple, de personnes qui se dépassent dans les exploits sportifs, le dépassement de soi. Ça permet l'accès à soi, à son intériorité. Sans moment de solitude, sans solitude, on ne voyage pas vers son intériorité. Et la solitude, ça permet la créativité. Vous n'avez pas un artiste, un écrivain qui ne vous dit pas qu'il a besoin de solitude pour créer. Donc on voit que... Et puis la solitude, c'est ce qui permet aussi d'être, justement, de s'approfondir. C'est pour ça que les ermites, les gens aussi, même, je dirais parmi nous, des personnes cherchent à s'isoler dans une cabane ou en forêt ou aller dans le désert. On a besoin de ces moments, de ces lieux dans lesquels on se retrouve avec soi-même, on peut approfondir ces questions, on peut justement devenir
Et si on devient ami de sa solitude, on n'en souffre pas, on n'en souffre plus. Alors bien sûr, ça s'apprend, ça s'apprivoise, c'est pas évident, hein. Je crois, et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on assume sa solitude, on n'est pas isolé. Parce qu'au fond, c'est quelque chose qu'on partage avec les autres, puisqu'on est tous profondément seuls. On partage ça avec les autres. Et par exemple, dans un couple, j'ai une entrée, l'art d'aimer, j'aime beaucoup cette phrase de Rilke qui parle dans le couple de la solitude comme deux solitudes, se protégeant, se complétant, se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. Quand dans un couple, on arrive à vivre ça, le respect de la solitude de l'autre, vous voyez, s'incliner devant la solitude de l'autre, eh bien à ce moment-là, vous avez des couples qui sont vraiment dans l'amour. Ce que je veux dire, c'est que assumer sa solitude, ça n'empêche absolument pas d'aimer. Et au contraire, peut-être qu'on aime encore mieux, hein, parce que des personnes qui ont du mal avec leur solitude sont souvent des personnes qui demandent aux autres de combler un vide. Et on voit bien qu'il y a des personnes comme ça qui font d'ailleurs le vide autour d'elles, parce qu'elles demandent qu'on comble quelque chose. Alors que quand on assume sa solitude, qu'on est ami de sa solitude, eh bien on est ouvert aux autres, on s'intéresse aux autres. Ce sont ces deux solitudes qui se complètent, qui se limitent, qui s'inclinent l'une devant l'autre. Donc, vous voyez, j'ai essayé de... Et évidemment, dans mon dictionnaire, j'ai fait appel à des poètes, Bobin, à des écrivains comme Sylvain Tesson, puis beaucoup d'autres, Descartes. C'est très riche, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde à découvrir. Il y a beaucoup de monde toutes ces personnes qui, au fond, nous montrent un regard sur la solitude qui fait que nous nous disons, au fond, eh bien, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre, apprivoiser. Il y a quelque chose qui... Bon, excuse-moi Bruno, madame. Oui. J'ai vraiment un très mauvais rôle là, parce que oui. je suis obligé de vous dire qu'il va falloir peut-être, pour pouvoir laisser un petit peu de temps à la salle, vous continuez encore quelques minutes et puis... D'accord, on va laisser place aux questions dans 30 secondes. Il y a quand même un passage que je voudrais évoquer avec vous. C'est là où vous dites... Vous parlez du risque. Vous parlez du risque de mettre sa propre solitude à l'écoute de celle de son patient. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par cette idée de solitude de l'écoutant? Qu'entendez-vous particulièrement quand vous parlez du risque de mettre sa solitude à l'écoute de celle de son patient? Je ne sais plus où j'en parle. J'ai lu de travers. J'ai lu de travers. Non, mais oui, parce que je veux dire, c'est un... Peut-être que la solitude du patient peut venir appuyer sur une solitude qu'on a du mal à vivre. Dans ce sens-là, oui, on n'a pas tous, on vit pas tous bien sa solitude. Et j'en suis très consciente. Hein, mais c'est un chemin, l'apprivoisement de la solitude. C'est un chemin, et peut-être même que celui qu'on écoute peut nous y aider. Justement, parce qu'on peut réfléchir justement à quoi il nous renvoie. D'accord. En tout cas, effectivement, à travers ça, on voit bien la différence que vous faites entre isolement et solitude. Il y a un dernier petit point, une dernière petite question avant de vous laisser la parole à l'assistance. Nous, dans l'écoute, on parle beaucoup d'écoute, mais aussi dans l'écoute, il y a du silence. Qu'est-ce que pour vous le silence apporte à l'écoute? Le silence, je crois qu'on a besoin de silence. Nous sommes dans une société qui ne nous aide pas beaucoup à trouver du silence. Et je pense qu'une très belle façon de mettre un peu de silence dans sa vie, c'est d'essayer, par exemple, je vois que beaucoup de personnes vieillissantes que j'ai dans les groupes de parole me disent à quel point c'est important pour elles de prendre un quart d'heure, 20 minutes ou même 10 minutes de méditation, c'est-à-dire on s'isole, on fait silence, on est à l'écoute de son souffle. Le silence, ça permet l'écoute, bien sûr. Ça permet d'être en contact avec son souffle, d'être
dans la perception de l'espace aussi. On est dans une autre écoute que lorsqu'on est entouré de bruit. Hein. Je pense que la distraction, c'est évidemment la pire chose qui... Et malheureusement, regardez, les enfants, moi je trouve très dommage qu'on n'apprenne pas, qu'on ne respecte pas le besoin de solitude des enfants. Les enfants, ils ont besoin, on les voit, ils s'isolent, peut-être quelquefois avec un livre, quelquefois simplement leurs pensées, voilà, ils sont dans leurs pensées. Et en fait, leur imaginaire se construit dans ces moments de silence et de solitude. Et qu'au lieu de respecter ça, quand on voit un enfant seul sur une chaise, on lui dit « mais c'est pas normal, pourquoi tu joues pas avec tes copains ?» On lui donne une tablette, on va le distraire. Alors que l'enfant a besoin de ça, hein, comme nous tous, nous avons besoin de moments de solitude qui nous permettent de nous relier à nous-mêmes, hein, même si c'est peu de temps, mais il faut essayer de préserver cela. Merci beaucoup, Marie. Merci, je te la livre, Marc. Bruno. Merci à vous. Et je vous propose de consacrer quelques instants à bien vouloir, Madame, répondre aux questions de la salle. Et je crois que des micros circulent. Il y en a un ici. Là-bas. Merci Madame pour votre exposé. Je voulais juste vous faire référence. Vous faites beaucoup référence au terme de l'âme, et donc ça m'interpelle aussi. Enfin, à 2 reprises, vous avez évoqué l'âme. Et pour moi, l'âme, c'est en référence. Enfin, personnellement, ça fait référence aux religieux. Et donc, je voulais savoir. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Bonne question, parce que non, ce n'est pas une référence aux religieux. Hein, et si vous lisez François Cheng sur l'âme, vous verrez que ça ne fait pas référence aux religieux, ça fait référence à quelque chose qui nous anime. Alors évidemment, on va appeler ça âme. Hein, c'est ce qui nous anime. Bon. Tout le monde a une âme, qu'on soit religieux ou pas, c'est-à-dire on est animé par quelque chose. Hein. Donc effectivement, je veux dire, nous avons. Alors aujourd'hui, moi j'aime beaucoup ce que des philosophes et des scientifiques aujourd'hui, qu'on a fait des progrès dans la physique quantique, on sait que nous sommes corps et particules. Particules et ondes, pardon, ondes et particules. L'onde est peut-être quelque chose que l'on pourrait rapprocher de l'âme. Nous sommes vibrations. Nous vibrons. Avec quoi? C'est pas notre corps qui vibre. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'onde. Alors, pour moi, la notion d'âme est beaucoup plus vaste que la notion religieuse. Voilà ce que je peux vous dire. On vous apporte le micro. Allez-y, madame. Voilà. Oui, dans le cadre de l'écoute, si je reprends ce que vous nous avez dit sur le questionnement éventuel, qu'est-ce qui peut vous aider? Il y a effectivement des personnes avec qui on va avancer dans cette direction. Et puis, il y a aussi des personnes qui nous disent « mais rien ne peut m'aider. Rien ne peut m'aider. » Des personnes qui sont extrêmement désespérées. Oui. Et ça, c'est difficile à vivre, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on a besoin quand même, quelque part, de sentir qu'il se passe quelque chose, qu'il y a comme un éclairage, comme quelque chose qui va pouvoir alléger la personne. Et des fois, ça ne marche pas. Oui, j'entends bien ce que vous dites, et c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en désespérance, même en colère, hein, de ne pas, justement... Je pense que d'accueillir cela en disant oui, j'entends que rien ne peut vous aider. C'est comme ça aujourd'hui. Moi, je dirais ça.
parce que nous savons aussi que tout bouge. La vie est mouvement. Tout bouge. Ça aussi, j'en ai pas parlé tellement, mais la vie est mouvement. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. Rien ne peut m'aider. Je suis en colère. Je ne sais pas, demain, après-demain. Et peut-être simplement dire oui, j'entends. J'ai dit plus j'entends que je comprends. J'entends. J'entends. Bon. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça laisse une... Bon. Je ne sais pas si ça répond. Merci, madame. Oui. Oui, je voulais faire référence aussi à lorsque vous avez parlé de la solitude. Donc, lorsqu'on est en capacité d'apprivoiser notre solitude, donc souvent les appelants, ils font part justement de cette solitude qui n'est pas apprivoisée. Et je voulais peut-être faire un lien, vous me direz si vous êtes d'accord, avec la sécurité de soi-même. C'est-à-dire que peut-être notre premier rôle, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais parfois notre premier rôle, lorsqu'on a une personne qui appelle et qui se plaint de la solitude, qui n'assume pas cette solitude, c'est d'abord de la sécuriser. Parce que lorsqu'elle se sent sécurisée, elle peut obtenir peut-être un peu plus, entre guillemets, une autonomie qui va l'amener à un peu plus une acceptation. C'est très schématisé, c'est très rapide, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, comment vous la sécurisez ? Ben justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'espace. Alors, vous avez parlé de l'espace pour nous en tant qu'écoutants, mais je pense que l'espace, faire prendre conscience à la personne de son espace. Moi, quand vous me parlez de l'espace, ça me fait penser à l'ancrage. Et par le téléphone, on peut peut-être amener la personne à se sentir un peu plus ancrée. Il y a des méthodes qui existent, etc. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais je pense qu'on peut essayer. Et on peut essayer effectivement la personne se sent seule, hein, et ne voit pas comment elle peut, je dirais, voilà, comment ça peut être autrement que de se sentir seule et souffrir de cela. Hein. Alors, c'est vrai que inviter la personne à regarder autour d'elle et percevoir l'espace autour d'elle, déjà, sa solitude s'agrandit, on pourrait dire. L'espace de solitude devient plus grand. Ce n'est pas la même chose qu'un espace de solitude qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça, c'est... Oui, oui, je n'avais pas pensé à ça, en fait. Vous avez pensé à quoi ? Mais que justement, le fait de regarder autour de soi, surtout que la personne, quand elle appelle, elle est dans son environnement, oui. Alors, qu'il lui plaît ou qu'il ne lui plaît pas, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui souffrent par rapport à leur environnement, par rapport à l'endroit où elles vivent, elles sont mal logées, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Donc, bien sûr, ce n'est pas applicable à tous les cas, mais le fait de se retrouver dans un espace qui nous est familier et d'en prendre conscience, de poser notre conscience là-dessus, parfois, ça peut justement nous aider à nous ancrer. Il me vient quelque chose, là aussi, que j'ai fait souvent, c'est d'inviter la personne à écrire ce qu'elle ressent, à le coucher sur une feuille de papier. C'est un prolongement de soi. Vous voyez, quand Merleau-Ponty parle du prolongement miraculeux du corps, hein, c'est percevoir, mais ça peut être aussi écrire, ça peut être aussi, je dirais, faire quelque chose avec ses mains, c'est se prolonger au-delà de soi. Et il y a des actes quotidiens très simples. Si vous faites la cuisine ou tout simplement si vous prenez un café, vous vous prolongez au-delà de vous. Hein, vous prenez la tasse, vous faites le seul fait de faire du café, vous vous prolongez. Vous êtes déjà au-delà de vous. Hein, et ça, il y a des petits actes comme ça, mais écrire, et puis beaucoup d'autres, mais faire prendre conscience de notre capacité de cette capacité de percevoir au-delà de soi. Je sais pas, peut-être c'est...
C'est peut-être un peu abstrait comme ça. Parce que... Vous nous suggérez de ne pas chercher à comprendre. Oui. De ne pas chercher à comprendre parce que ça contraint, ça encadre peut-être un peu trop. Et c'est vrai que ça me va bien. D'un autre côté, nous cherchons à reformuler. Comment peut-on bien reformuler si on ne comprend pas bien ? Oui. Moi, j'avais une formule. Je disais peut-être que je me trompe, c'est-à-dire que je me mettais dans le peut-être que je me trompe, mais voilà ce que j'ai senti de vous. Alors, bien sûr, ça peut être très partiel, ça peut ne pas rendre compte de tout, mais voilà, je dis peut-être que je me trompe, mais voilà ce que j'ai perçu, ce que je sens de ce que vous m'avez dit. Et je ne dis pas comprendre. Je ne sais pas si ça vous aide, mais peut-être que je me trompe. Ça, je pense qu'il faut absolument le dire, parce que qui sommes-nous pour avoir compris ce que la personne nous disait et on peut reformuler en disant ça, en commençant en disant peut-être que je me trompe, mais voilà ce que j'ai perçu ou senti. Oui, allez-y, madame. Oui. Tout d'abord, merci, madame, d'être parmi nous. Où est-ce que vous êtes ? Je suis là. Ah oui. Voilà. Merci pour votre intervention. Oui. Je voulais simplement évoquer les personnes qui nous appellent, parlent forcément de solitude, de leur solitude qui leur pèse, et nous parlent aussi d'ennui. Alors, voilà, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui se dit d'après vous derrière cet ennui. Ennui, solitude. Est-ce que c'est... Voilà. Si vous pouvez évoquer ce concept, cette idée d'ennui. L'ennui, justement, les enfants dont je parlais, eh bien, on dit souvent ils s'ennuient. Non, ils rêvassent. Des personnes âgées aussi, on a peur qu'elles s'ennuient, alors on va les distraire en mettant la télé, alors qu'elles disent non, c'est très bien, je suis bien avec mon ennui. Hein, peut-être qu'on peut juste renvoyer quelque chose qui est que c'est peut-être pas si mal de s'ennuyer, non ? Notre société ne le permet pas, parce qu'on est dans une société où il faut tout le temps être occupé. Alors on peut dire ça d'ailleurs, notre société ne nous aide pas à nous ennuyer. Peut-être que c'est une liberté de s'ennuyer. Enfin, je ne sais pas. Je vais enfoncer le clou. Oui. Vous présentez la solitude comme une sorte de luxe, en fait. J'entends pas. Pardon. Vous présentez la solitude comme une sorte de luxe de gens qui ont besoin de solitude, qui l'apprécient. Mais la plupart des gens qui nous appellent, ce n'est pas leur problème du tout. C'est l'isolement. Oui. Et ils souffrent d'isolement de manière très forte. Non, bien sûr. Je répondais à la question parce que j'ai écrit un dictionnaire amoureux de la solitude, dans lequel j'ai un regard sur la solitude qui est différent de l'isolement. Mais ce dont vous parlez, bien sûr, c'est l'isolement. Et l'isolement est un poison. L'isolement, il faut lutter contre, bien sûr. Et c'est bien ce qui est l'objectif de votre association. C'est bien permettre à des personnes de sortir de l'isolement. Elles ont besoin de parler, elles ont besoin d'être écoutées. Oui, mais vous voyez, dans ce dictionnaire amoureux, dans l'avant-propos, je dis bien que je fais la différence entre les deux. Et que l'isolement est une souffrance. L'isolement, il faut absolument rompre l'isolement. Nous avons à lutter contre l'isolement, parce que l'isolement, ça peut, on l'a vu pendant le confinement. Je suis en relation avec les petits frères des pauvres. Eh bien, l'isolement, 500 000 personnes totalement isolées pendant le confinement, bien sûr. Oui. Oui. Tout au fond, monsieur, oui. Oui, vous nous avez largement parlé, merci, de l'espace à vivre pour y accueillir l'autre. Et en vous entendant, je me disais, mais dans le fond,
quand vous dites tout ça, n'est-ce pas pour un moment dire ce que vous n'avez pas dit, dire à l'autre « je te reçois ». Très bien. Très bien. Évidemment, on ouvre l'espace pour accueillir l'autre, bien sûr, et lui dire « je te reçois », oui. Je trouve ça très bien. Oui. Oui. Moi, je voudrais revenir sur le téléphone. Mettez le micro plus près, madame. Le micro plus près. Voilà. Pardon, moi, je voulais revenir sur le téléphone. On disait tout à l'heure, vous disiez, être présent de façon authentique. Mais justement, il me semble, qu'en pensez-vous, que le téléphone nous permet justement d'être encore plus présents. On n'est pas à distance, on est très très présent au téléphone, on est très proche. Et ça favorise cette authenticité que je ne sais pas, qu'on aurait peut-être plus de mal à avoir si on était en présentiel. C'est ce qui nous permet d'être réellement présent. Ça m'a évoqué ça quand vous avez dit être présent de façon authentique. Merci de ce que vous dites. Mais c'est vrai que je vous ai dit au départ que moi j'ai plutôt été dans une écoute présentielle. Mais j'entends très bien ce que vous dites. Et c'est vrai que on peut être... C'est vrai que tout ce qui peut faire barrage aussi dans le présentiel, l'image de l'autre, la projection que l'on va faire sur la manière dont la personne est habillée, la personne, vous voyez, tout ça n'est pas là au téléphone. Bien sûr, vous avez la voix, la vibration de l'autre. Hein? C'est un... Oui, je pense que ça permet d'être dans... de percevoir l'authenticité de l'autre, et puis, je dirais, soi-même, on a finalement comme lien que la voix. Hein? Que la voix, les mots qu'on va utiliser, bien sûr, ce que vous avez dit, recevoir l'autre, l'accueil, il y a une disposition. Hein? Quand je parlais d'ouvrir son espace, il y a une disposition d'accueil. Hein? Ben oui. Madame, c'est monsieur, oui, allez-y. Oui, vous avez évoqué la solitude, je partage tout à fait ce que vous avez dit à propos de la solitude, et pourtant je crois qu'il y a une solitude encore, une forme de solitude qui peut être très terrible, c'est quand on est porteur soi-même de quelque chose d'infiniment profond, qu'on souhaiterait pouvoir partager, et on sent que c'est important, et en face de soi, on a l'incompréhension. On se dit, mais si je parle, si j'exprime, je ne vais pas être compris et je vais parfois même me sentir ridiculisé. Il y a un blocage qui fait que face à soi, on aimerait partager, et on ne peut pas. On ne se sent pas, parce qu'il y a un mot que vous n'avez pas utilisé, c'est le mot confiance. Ah, oui. Et je crois que... j'avais prévu de le dire. Merci de... Et je crois que oui. Il ne peut pas y avoir, on ne peut pas sortir de sa solitude si en face de soi, on n'a pas une confiance absolue, une absence de jugement qui permet la libération du sortir d'une certaine forme de solitude qui peut être terrible. Merci monsieur, parce que j'avais noté que c'était quelque chose d'important. Et il y a quelque chose que je pratique actuellement, puisque je pratique des groupes de parole avec des personnes de 80 à 100 ans sur l'aventure de vieillir. Ce sont des groupes de parole, et des personnes, ce ne sont pas du tout des groupes dans lesquels on est invité à se plaindre, à dire ce qui ne va pas, à commenter l'actualité. Non, on est là pour parler de soi, hein, de ce qu'on vit dans cette période spécifique, cette période de l'âge, donc après 80 ans, qu'est-ce qu'on vit de spécifique et qu'est-ce qu'on a envie de partager avec les autres. Et j'ai établi une règle, je dis, qui est justement la règle du partage. Quand quelqu'un parle, on le laisse parler jusqu'au bout. On ne l'interrompt pas, on ne commente pas ce qu'il dit, on ne pose pas de questions, on ne juge pas.
on laisse, justement, on reçoit, on accueille la parole que la personne dit à partir d'elle. Et si on rebondit derrière, bien sûr, puisque c'est un groupe de partage, c'est toujours à partir de soi. Pas du tout, on n'est pas dans la polémique, dans le débat intellectuel. Non, non, on parle de soi, à partir de son intimité. Sur un sujet, voilà, moi je vis les choses comme ça, autrement, et on partage. Et ça, je vais vous dire, je fais des parcours de 8 séances. À la 2e séance, déjà, les gens ont confiance. Ils ont confiance parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient dire ce qu'ils avaient envie de dire, qu'ils ne seraient pas jugés, pas interrompus, pas commentés, et que, voilà, cette confiance, une fois qu'elle est établie, les gens deviennent des amis. Et ça, c'est très important parce qu'il y a quelque chose que je défends beaucoup, c'est la solidarité intragénérationnelle. Des gens de la même génération qui vivent des choses, qui vivent le même âge, avec des vécus différents, bien sûr, en fonction de leur histoire, mais ils se parlent, ils mettent des mots sur ce qu'ils vivent. Voilà. Et la confiance, elle vient de là, de ce que l'on peut dire ce qu'on a à dire et qu'on sait qu'on ne va pas être interrompu ni jugé. Je vous propose, ce sera la dernière question, monsieur. Madame. Ça n'est pas une question. Oui. Ça n'est pas Oui, allez-y. Oui, ça n'est pas une question. C'est juste pour dire que parmi les écoutants, beaucoup d'écoutants font aussi de l'écoute non téléphonique, mais en chat, donc de l'écoute par écrit, ce qui donne quelque chose évidemment différent. Et dans ces écoutes en chat, nous avons beaucoup d'adolescents. Donc, est-ce que vous pourriez dire quelque chose par rapport à ces adolescents qu'on a envie d'accompagner? Et ce n'est pas toujours facile. C'est souvent beaucoup plus lourd que ce qu'on entend au téléphone, en fait. C'est plutôt moi qui devrais vous demander de m'en parler parce que je n'ai pas cette expérience. Ouais. Mais ça me paraît... moi, je pense qu'il faut explorer plein de pistes. Hein, et pourquoi pas le chat, oui. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'appels et les adolescents ne téléphonent pas. Ils sont toujours sur leur téléphone, certes, mais ils ne se servent pas de leur téléphone pour appeler au secours. C'est un moyen donc de les atteindre. Voilà. Oui, de leur permettre, oui. Donc ils écrivent des choses, c'est souvent un petit peu long parce souvent ils font autre chose en même temps. Donc il faut quand même prendre le temps d'être là avec eux complètement. Et alors pour le coup, comprendre, on ne comprend rien. On est absolument sûr de rien comprendre. Mais on est là. Oui. Et, enfin, moi, c'est tout ce que je peux en dire, mais je trouve qu'on a besoin d'aide pour cette écoute-là. Et c'est pas facile, en fait. Mais je crois savoir que vous parlez entre vous. Vous avez des groupes. Nous avons des groupes de partage. Oui, alors... Voilà, ça je pense que c'est formidable. Absolument. Parce que vous avez des expériences les uns et les autres et de pouvoir en parler entre vous, partager, ça c'est... Non mais je redis ce que je disais au départ, moi j'ai une admiration sans borne pour ce que vous faites, qui est, je pense que vous êtes dans quelque chose qui est fondamental dans notre société, absolument. Et que vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour que justement ces groupes de partage, cette formation que vous avez d'abord, les groupes de partage, enfin c'est quelque chose... Je ne sais pas comment la France tiendrait s'il n'y avait pas des associations comme vous. Vraiment. Non, je le pense sincèrement. C'est un... Toutes ces, vous voyez, les petits frères des pauvres, l'armée du salut, SOS Amitié, mais il y a beaucoup d'associations qui sont dans la solidarité, dans cette, et je crois que notre société tient grâce à ça, parce qu'on est dans une société de plus en plus narcissique, de plus en plus égoïste, dans lesquelles, voilà, il faut vraiment tenir bon. Bravo, non, bravo.